C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Yves Le Pestipon aujourd'hui. Agrégé de lettres, docteur en littérature, normalien, professeur de Cagne et d'Hippocagne en France, dans beaucoup d'établissements. C'est un poète et un écrivain. Il a présidé ces 4 dernières années l'Académie des sciences, inscription et belles lettres de Toulouse. Il participe et il anime un certain nombre d'événements à Toulouse. On peut parler de la cave poésie, on peut parler d'Ombre Blanche, avec les classiques au détail, et des émissions de radio, en particulier Exploration sur place, on peut citer. Voilà. La Boule, absolument. Il a fait une émission à La Boule dans mon laboratoire. Et il affiche une œuvre, il a publié un certain nombre d'œuvres conséquentes, et aussi une filmographie, il faut le préciser, qui est disponible sur le web, donc il faut aller voir. J'affectionne particulièrement le dernier film de Grothendieck, Alexandre Grothendieck, médaille Fields de mathématiques. Je l'affectionne personnellement, on pourra y revenir à d'autres moments. Et j'aime ce qualificatif qui t'a été donné, Yves, de penseur universel, où de La Fontaine à la littérature, aux aspects les plus difficiles des sciences, mathématiques, physique, nano, tu balayes, tu comprends, tu fais des liens. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on t'a demandé de venir nous parler de la science et de ses imaginaires efficaces en société. Merci infiniment, c'est un grand honneur pour nous de t'avoir. Et je te donne la parole. Merci Virginie, que je connais depuis pas mal d'années. Alors oui, elle m'a proposé effectivement de venir parler ici, dans ce lieu, et de parler un petit peu de quelque chose qui aurait un petit peu à voir l'éthique, mais pas uniquement. Et donc en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est de réfléchir sur la science et ses imaginaires, et parce qu'en effet, c'est deux mots qui sont en tension absolument, mais on va corriger un petit peu imaginaire par imaginaire efficace, et puis ne pas le faire de manière très générale, puisqu'on va mettre en société, et donc ça correspondait bien avec ce que Virginie m'avait dit du groupe dans lequel elle travaillait et qu'elle animait. Et alors, donc, évidemment, il y a ce premier mot qui est le mot science, qui est là. Et donc, science, je vais essayer de le définir un petit peu pour ensuite avancer un petit peu sur cette question des imaginaires efficaces. Donc, la science n'est pas un savoir, simplement. Bon, un savoir, je peux avoir un savoir, par exemple, du fonctionnement de mon téléphone portable. Évidemment, ce n'est pas une science que j'aurai véritablement. Les scientifiques peuvent avoir des savoirs de toutes sortes de nature, mais ce n'est pas cela qui caractérise effectivement ce qu'on appelle science. Pour parler de science, et science est un terme lui-même très général, quand on ne veut pas simplement le limiter à savoir, au sens strict, on va dire qu'une science, en effet, est une activité de l'esprit avec une dimension pratique, qui est une activité collective. Il n'y a pas de science solitaire. Il y a évidemment, éventuellement, la possibilité d'un savoir solitaire, mais une science n'est jamais solitaire. Il y a une communauté, toujours scientifique, même si on va mythifier pas mal sur les individus absolument solitaires, mais il y a une communauté des chimistes, il y a une communauté des chimistes ukrainiens, par exemple, une communauté d'autres choses. J'ai une amie ukrainienne qui est ici, voilà, et qui aussi enseigne, qui fait des choses à l'université Paul Sabatier. Donc une activité collective qui s'est définie par une communauté qui est particulière, parce que c'est une communauté d'experts. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas n'importe qui, ils ne sont pas choisis sur leur couleur de peau, sur leur religion, ils ne sont pas choisis démocratiquement, ils sont ni jeunes ni vieux, enfin il peut y avoir des jeunes, il peut y avoir des vieux, il peut y avoir des femmes, il y a même des femmes dedans, enfin ça arrive, voilà, quelques-unes, Virginie, Zoya et quelques autres. Donc une communauté d'experts, c'est-à-dire des gens qui ont des compétences et des capacités intellectuelles pour proposer des jugements critiques sur des propositions qui sont présentées par d'autres, disons, scientifiques en effet. Et ces propositions sont les propositions qui visent à disons, décrire le monde en faisant une sorte de contrat de vérité. Et donc, ce n'est pas n'importe quoi, puisque ce sont des énoncés, effectivement, ce ne sont pas des images, nécessairement, ce n'est pas du son, ce n'est pas du chant, ce n'est pas des performances, ce n'est pas du théâtre, etc. Ce n'est pas des rêves, ce sont des énoncés qui visent à parler du monde, je ne vais pas dire plus maintenant, mais on va pouvoir discuter, et c'est la communauté qui va en discuter, de leur vérité. Et donc c'est la communauté qui va dire cet énoncé mathématique, physique, chimique, géographique, historique, d'histoire littéraire, nous paraît vrai ou faux. Et il peut y avoir 98% de la population française, par exemple, qui pense que c'est faux. Si la communauté des experts
juge que c'est vrai, effectivement, de manière honorable, sans avoir été payé par je ne sais qui, eh bien, la science va dire, eh bien, voilà, la science n'est pas la démocratie, c'est une démocratie à l'intérieur d'une communauté. Alors, quand on parle de vérité, le mot vérité, lui, est un mot très, très embêtant, très, très délicat, puisque donc il y a des gens par-ci par-là qui disent c'est moi la vérité ou la vie, hein, voilà, des choses comme ça. Je suis le vrai, enfin tout ça. Bon. Et le mot vérité lui-même a plusieurs sens selon les domaines dont on parle. Enfin, il y en a au moins trois qui se conjuguent disons, dans la pratique scientifique. Il y a une vérité, c'est donc un discours reconnu vrai, c'est-à-dire un discours adéquat au monde dont il parle. Et donc, si par exemple, je propose une loi qui s'appelle la loi de la chute des corps, et que je vérifie dans le monde qu'effectivement que les objets tombent à peu près comme je l'ai prévu, en dépit de quelques petites erreurs, on va dire, et si la communauté le valide, ça va, tu as trouvé la loi de la chute des corps, c'est vrai, bon, très bien, bravo, c'est parfait, c'est vrai. Deuxième possibilité de vérité, une vérité qui serait comment dire, cohérente avec d'autres vérités qui ont déjà établies. C'est le cas souvent en mathématiques. Hein, voilà. On fait un théorème et puis à partir de là, il y a des applications diverses et variées où il y a un certain nombre de théorèmes qui induisent d'autres théorèmes. Et donc, on remonte par système de cohérence jusqu'à quelque chose sur lequel on est tombé d'accord, c'est vrai. Et donc, c'est un système de cohérence interne. Et on n'a pas besoin de le vérifier dans le monde. D'ailleurs, les mathématiques n'ont pas besoin de vérifier dans le monde. 2 et 2 faisaient 4, même si les dinosaures n'avaient pas existé. Donc c'est une autre idée de la vérité qui est un peu différente, mais qui concerne aussi très largement les sciences, y compris la physique ou autre. Mais pour les mathématiques, elle est assez évidente. Voilà donc deux systèmes de vérité qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et qui sont même dans certains cas en concurrence, et qui, du côté des sciences expérimentales, c'est la première définition la plus forte, du côté des sciences de type mathématique, c'est l'autre, qui fonctionne assez bien et qui circule. Voilà. Et donc, est vrai, non pas quelque chose parce que quelqu'un l'a dit, le prophète, Dieu, Aristote ou n'importe, mais parce qu'effectivement, une communauté a dit, effectivement, après s'être concertée, que c'était vrai. Et alors, il se passe ceci, c'est que parfois cette communauté évolue. Parfois, quelque chose est considéré comme vrai à un moment, et puis, quelques temps plus tard, de nouveaux éléments amortent soit la démonstration que c'était pas si vrai que ça, ou bien que cette vérité qui a été énoncée va s'intégrer dans une théorie plus vaste et qui sera plus intéressante que la petite vérité partielle qu'on avait là. Et donc, il n'y a pas nécessairement une stabilité absolue du système, ce qui amène effectivement, on l'a vu avec les expériences Covid, dont Max Lafontaine a parlé pas mal, hein, il y a des vérités en quelque manière provisoires qui sont établies. Et puis quelqu'un arrive en disant, mais non, enfin finalement, on va réajuster la chose autrement, on a de nouvelles expériences, ou au contraire, on va intégrer dans quelque chose de plus vaste ce système-là. Mais dans tous les cas, c'est parfois un peu décevant pour les individus, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait une sorte de vérité absolument stable, définitive, etc. Mais dans tous les cas, effectivement, il y a cette idée d'une communauté, et c'est quelque chose de vraiment très important, cette idée d'une communauté d'esprits qui interagissent entre eux de manière critique. Et cette communauté n'est pas peuplée nécessairement de génies. Elle est peuplée éventuellement de scientifiques parfaitement médiocres, mais compétents. Médiocres, c'est-à-dire qui ne sont pas inspirés par les dieux ou je ne sais pas quoi, qui n'ont pas créé une théorie extraordinaire, mais qui sont compétents dans leur domaine pour discuter avec d'autres et valider un certain nombre de choses. Et quant à moi, je suis souvent dans des comités spécialistes du côté de la littérature. Ils sont peuplés de gens parfaitement médiocres, mais compétents dans leur domaine, c'est-à-dire médiocres, c'est-à-dire au sens où Montaigne emploie le mot médiocre, c'est-à-dire moyens, pas géniaux, pas inspirés par les dieux, qui n'ont pas nécessairement trouvé, je ne sais quoi, la théorie de la relativité de la semaine dernière, mais qui ont des avis compétents et qui sont suffisamment clairs dans leur esprit et honorables dans leur rapport avec autrui pour effectivement constituer un comité de sélection, par exemple au Presse universitaire du Mirail, pour dire si ce livre est recevable, acceptable, considérable comme étant un livre d'histoire littéraire, enfin de l'histoire critique de la littérature, et non pas une fantaisie qui peut être très intéressante, mais donc un travail universitaire. Et donc, ceci, on est du côté de la science comme une sorte d'activité, en effet collective, qui essaie de produire des énoncés de vérité sur le monde. Et cette activité collective est un peu décevante en partie pour les individus, parce que ce n'est d'une part, c'est pas la démocratie, en effet, c'est pas la démocratie au sens strict. Voilà, il n'y a pas de réunion populaire, il n'y a pas de séminaire populaire qui vont dire que la théorie de la relativité est vraie ou fausse, que l'hydroxychloroquine est un bon médicament ou un mauvais médicament. C'est possible de le faire sur le web, mais mieux vaut pas se lancer là-dedans. Donc c'est un peu décevant de ce côté-là. Il n'y a pas non plus nécessairement que des figures de génie absolu qui circulent. Des gens en ont évoqué tout à l'heure Grothendieck. Voilà, non, ce n'est
pas cela. C'est aussi, il y a des zones de variabilité, il y a une histoire des sciences, et donc on est assez loin d'une partie de ce qu'on trouverait désirable, quelque part, d'une façon ou d'une autre. Alors, si je parle un petit peu de cela, et si j'arrive à la notion d'imaginaire, c'est que la notion d'imaginaire est une notion qui semble assez loin, effectivement, de la science, en particulier dans le sens que j'ai donné là. Évidemment, quand on a le mot imaginaire, on a le mot image qui est à l'intérieur, et la science parfois utilise des images, des représentations, par exemple des molécules, enfin sur lesquelles travaille Virginie avec quelques télescopes énormes. Évidemment, elle utilise des images, elle produit des images, mais effectivement, les livres de science, les articles scientifiques, ne sont pas des recueils d'images essentiellement, quand bien même il y a effectivement des images éventuellement à l'intérieur. C'est bien effectivement en chimie, en physique, en mathématiques, en biologie, en histoire littéraire, en histoire en général, des énoncés que l'on propose et non pas des images sur lesquelles on peut rêver, aimer. Donc si Léonard de Vinci a utilisé des techniques qui, à l'époque, avaient à voir avec la science de son temps, s'il a réfléchi en termes de perspective, s'il a utilisé des mathématiques, etc., on ne peut pas dire que, effectivement, la Joconde ou autre chose soit une production scientifique, c'est une production artistique, et donc il ne serait pas reçu pour un colloque véritablement, quand bien même on peut étudier scientifiquement la façon dont il peint, les raisons pour lesquelles il peint, etc., etc. Donc la science est apparemment déjà très loin des imaginaires, apparemment, mais aussi par ce fait qu'effectivement, quand on parle d'imaginaire, on parle de quelque chose qui n'est pas soumis à l'esprit critique. Si on parle d'imaginaire, de manière très générale, je vais essayer de définir un petit peu la notion, je me dis effectivement, j'ai l'imaginaire de la maison, j'ai l'imaginaire de la nature, j'ai l'imaginaire de la montagne, j'ai un imaginaire érotique, mais nous avons aussi des imaginaires collectifs. Mais ce qui définit effectivement les imaginaires, c'est que j'ai mon imaginaire, vous avez votre imaginaire, tel peuple a tel imaginaire, un autre peuple a un autre imaginaire, peu importe. Mais voilà, ça me plaît, ça m'intéresse, ça me fait rêver. C'est constitutif en partie de ma vie, mais ce n'est pas quelque chose que je vais soumettre à une communauté d'experts qui va en discuter. Si par exemple j'explique que moi je trouve que l'amour est du feu, pourquoi pas, c'est une idée que je peux avoir dans la tête, ou si je trouve au contraire que c'est un glaçon, peu importe, eh bien c'est mes fantasmes, c'est mes rêveries et autres. On sait qu'il y a de ce point de vue des imaginaires personnels, des imaginaires collectifs, il y a l'imaginaire catholique, un imaginaire musulman, des imaginaires français, des imaginaires anglais, etc. Il y a des imaginaires de personnes âgées, des personnes vieilles, etc. Donc très bien, les imaginaires ne sont pas nécessairement un individu, mais quand il s'agit de communautés, ce n'est pas des communautés qui échangent de manière critique entre elles, avec des contrôles divers et variés, et l'objectif n'est pas de produire des énoncés de vérité. Les imaginaires produisent éventuellement des chants, produisent des films, produisent des tableaux, contribuent à ça, contribuent à fabriquer des religions, à des attitudes, à des comportements mentaux, etc. etc. Et si j'ai ajouté à imaginaire cette notion d'imaginaire efficace, et on revient sur le lien, c'est qu'effectivement, il y a des imaginaires qui produisent un certain nombre d'effets. Je peux rester dans mon jardin et rêvasser pendant des heures et des heures. Bon, je peux rêvasser sur la forme des giroflées ou sur la forme des orchidées, ou je peux regarder ma cheminée et rêver sur l'amour avec en même temps, disons, le feu qui brûle. Quelque chose. Bon, ce sont des imaginaires, on va dire, qui peuvent tourner en rond, avec moi-même simplement, ou avec une ou deux personnes qui sont là. Il n'en va pas du tout de même d'autres types d'imaginaires. Si, par exemple, Vladimir Poutine, dont on parle beaucoup et qui pourrait apparaître là peut-être, convoque l'imaginaire de la grande Russie, de la Russie des tsars, qui est quelque chose qui est imaginaire, très largement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève un petit peu de l'histoire, mais très largement qui est hautement discutable, qui ne relève pas de l'histoire au sens historique du terme, mais qui est porteur d'un certain nombre de valeurs qui lui conviennent à lui, qui conviennent à un certain nombre d'autres gens. Très bien. Eh bien, cet imaginaire de la grande Russie, comme d'ailleurs il peut y avoir un imaginaire de la grande France, ou de la grande Corse, ou de la glorieuse Ariège, ou ce que vous voulez d'autre, voilà, très bien. Ces imaginaires-là, pareil pour les imaginaires catholiques ou pour d'autres imaginaires, très bien, c'est des imaginaires qui se traduisent effectivement par des effets collectifs extrêmement importants. La guerre, la paix,
l'achat d'un certain nombre d'objets. La publicité va utiliser des imaginaires très considérables qui sont efficaces. Par exemple, donc, pour vendre des dentifrices, on va mettre des jolis pin-up à côté, avec des îles un peu partout, en pariant sur le fait qu'effectivement, là, il y a effectivement un imaginaire du féminin, un imaginaire érotique, un imaginaire du voyage, et bien utilisés, ces imaginaires vont transformer les comportements d'un certain nombre de gens qu'on appelle les acheteurs, et donc les publicitaires utilisent des imaginaires efficaces. C'est très différent de moi-même en train de rêvasser vaguement devant mon feu et rêvassant vaguement à je ne sais quoi. Non, imaginaire efficace, c'est ces imaginaires qui se traduisent par des effets sociaux tout à fait considérables. Alors, on les voit en politique, la paix, la guerre, bien sûr. On les voit dans l'économie, les consommations diverses et variées, dans les affolements. On le voit évidemment dans les histoires de maladies. On évoquait tout à l'heure le Covid. Alors, il y a un aspect médical, évidemment, du Covid. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais il y a aussi, effectivement, tout un imaginaire de l'épidémie, l'imaginaire de la guerre. On se souvient que quand Macron a dit, au début de l'épidémie du Covid, nous sommes en guerre, il convoquait un imaginaire, qui est l'imaginaire de la guerre. Est-ce qu'il était adéquat ou pas adéquat? Enfin, peu importe, c'est pas ici le débat, mais il y convoquait un imaginaire qui était tout à fait différent de celui que peut-être le médecin qui voulait soigner le Covid avait envie de convoquer véritablement. Et donc, il l'a fait pour des raisons politiques, morales, etc., tout ce que l'on veut. Il a pensé que c'était efficace, ça avait une certaine efficacité, et voilà le point. Et donc, il y a bien effectivement, à côté de mon imaginaire, des structures imaginaires extrêmement efficaces, très puissantes, et ceci depuis toujours. Et d'ailleurs, les historiens étudient volontiers les imaginaires dans le passé et dans le présent. On va utiliser l'imaginaire catholique au Moyen-Âge, qui est fait que des gens ont construit avec une énergie considérable, on va dire presque une sorte de folie, en dépensant presque tout leur argent, toute leur énergie, des cathédrales gigantesques. Les types étaient à moitié fous, du point de vue que nous pourrions avoir aujourd'hui, mais ils n'étaient pas fous du tout. Ils avaient leurs raisons, qui étaient des raisons qui ne nous paraissent pas pertinentes, qui n'étaient pas débattues véritablement par des comités d'experts et autres, mais ils y croyaient, ils sont emportés par un élan, l'élan de la foi, ce que l'on veut. Pareil pour des mosquées tout à fait considérables, des tantres bouddhistes ou autres. Et donc, effectivement, les historiens aujourd'hui s'intéressent beaucoup à l'histoire des imaginaires, les imaginaires de la patrie, les imaginaires religieux, les imaginaires artistiques ou autres. Et on voit bien qu'à la Renaissance, bien en France, en Italie, j'ai évoqué tout à l'heure le cas de Léonard de Vinci, mais toutes sortes d'artistes, en même temps, d'artistes, d'écrivains, de peintres, de musiciens, participent d'un imaginaire collectif qui est catholique dans l'Europe méridionale et qui les amène à produire un ensemble d'œuvres qui elles-mêmes contribuent à répandre cet ensemble d'imaginaire qui est là présent. Quelque part, un historien d'art qui s'appelle René Huyghe, qui a composé un ouvrage sur le XIXe siècle qu'il appelle la relève de l'imaginaire. L'idée, c'est, après la philosophie des Lumières, la philosophie de Voltaire en particulier, au XIXe siècle, le mouvement qu'on appelle romantisme en général relance les puissances de l'imaginaire, et on le voit bien dès Napoléon Ier. Napoléon Ier se présente comme une espèce de héros qui réincarne Alexandre le Grand, il convoque des anciennes choses, et il va très loin, Huyghe, il montre comment la science de l'époque elle-même se peuple de figures imaginaires. Alors, c'est pas simplement du côté de gens qui existent vraiment, c'est pas simplement du côté de gens comme Beethoven ou autres, c'est-à-dire des musiciens qui ont des gueules de grands génies, mais ça peut être des gens comme Évariste Galois ou autres, qui sont des scientifiques géniaux réellement, mais avec assassinat histoire de duel très rapide, et donc on se met à raconter ces histoires qui sont nourries d'imaginaire, et on voit bien comment Jules Verne, Zola et autres ont développé des imaginaires efficaces, on va dire, pour la propagande d'un certain nombre d'idées nouvelles ayant rapport avec la science. Alors, ces deux notions, science et imaginaire efficace, sont très loin l'une de l'autre, apparemment, très loin, et on est un peu embêté de le mettre en rapport immédiatement, puisque donc on voit bien que du côté de la science, on est à l'université, au CNRS, on voit comme ça, il y a des experts qui se réunissent de manière critique, des savoirs qui évoluent assez rapidement, parfois très rapidement, il y a des débats, il y a des crises, des choses comme ça, et du côté des imaginaires efficaces, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas une institution qui s'appelle « Nous sommes l'institution de l'imaginaire », où voilà, jamais l'Église catholique ne se présenterait comme telle, bien entendu, voilà, d'autres peuvent les accuser d'être des institutions de l'imaginaire, mais pas du tout. Et puis, la science, donc il n'y a pas d'institution véritablement, mais cependant il y a une force, une efficacité et parfois de très grande stabilité
C'est-à-dire, par-delà les crises politiques, morales, historiques, les guerres, eh bien, il y a un imaginaire qui peut se maintenir. Par exemple, un imaginaire français entre du Guesclin, Vercingétorix, Astérix, Jeanne d'Arc, etc., qui fait que le général de Gaulle peut convoquer, en 1940, toute une espèce de bric-à-brac, de manière efficace, qui lui permet de s'incarner. Alors ça tombe bien, parce qu'il s'appelle général de Gaulle. Alors, général de Gaulle, ça marche encore mieux que si c'était appelé Pierre Dupont, quoi, bien sûr, parce qu'à la fois, c'est la vieille noblesse de France, et puis c'est la patrie, c'est la Gaule, enfin, c'est tout ça. Donc ça va très bien. Et donc, de Gaulle a l'art de convoquer, effectivement, un imaginaire efficace, mais de ce point de vue-là, on va dire, c'est une sorte de poète, un extravagant, un génie, enfin, tout cela. On est très, très loin, effectivement, de la science. Alors, le sujet, le point de départ, véritablement, c'est un constat que j'ai avec pas mal d'amis scientifiques, et encore que j'avais à Bordeaux il y a 2 ou 3 jours, on était avec quelques amis, on parlait de Grothendieck pour une librairie particulière, j'étais avec des mathématiciens, et ils faisaient part, ces mathématiciens, d'un grand désarroi. Alors, 2 d'entre eux avaient participé à des épreuves de CAPES de mathématiques dans les temps qui ont précédé. Et donc, le grand désarroi tenait au fait qu'il n'y avait personne qui était candidat. Et puis, je crois qu'il y avait, si je me souviens bien, 1860 et des poussières postes, et qu'ils avaient 816 candidats. Et puis, ils m'ont montré quelques fragments d'épreuves donc de mathématiques au CAPES qui étaient du type, on a un cercle coupé en 4, et il faut se demander si ça représente un tiers ou autre chose, et quelle appréciation on va faire aux élèves pour leur expliquer si c'est pas un tiers, que c'est peut-être un quart qui est représenté là. Donc le reste consistait à repérer des nombres décimaux, enfin bon, c'est vraiment des choses élémentaires, telles que moi je pouvais tranquillement avoir le CAPES de mathématiques, visiblement, d'après ce que j'ai vu des épreuves. Et donc la formulation de Pierre Parent, c'était, bon, pour le CAPES de mathématiques, maintenant tu rentres, si tu vérifies que la lumière fonctionne, tu as le CAPES de mathématiques, et en plus avec des félicitations, puisque tu es poli, et que tu as ça. Et donc l'idée, c'était pas simplement cette anecdote-là, c'est comment se fait-il qu'il y ait si peu de vocations scientifiques, si peu de vocations de professeurs de mathématiques en particulier, et quelle est cette crise qui fait qu'il y a effectivement peu de vocations pour aller de ce côté-là. Alors il y a évidemment des explications, les professeurs sont mal payés, les professeurs de collège, de lycée, enfin tout cela, mais il y a quand même quelque chose d'autre qui sans doute se joue. Il y a quelque chose d'autre qui se joue, et encore je le vérifiais ce matin où j'enseignais, j'étais allé au lycée de Revel, un de mes anciens élèves m'a demandé d'intervenir sur la Bruyère, et j'ai eu l'occasion comme cela de parler de l'esprit classique et de devoir expliquer 2 ou 3 notions mathématiques, parce que bon, la Bruyère avait l'esprit clair, et donc d'essayer de parler de bijection, et dès que j'ai commencé à dire 2 ou 3 mots qui avaient un rapport avec la science dure, aussitôt j'ai vu les visages s'allonger, les visages terrifiés véritablement, dès que l'on parle d'une notion légèrement mathématique dans une classe de lycée. Et donc j'ai compris qu'il valait mieux que je continue à parler d'amour, de littérature et de poésie. Tout ceci excitait davantage l'assistance qui était heureuse d'entendre parler de cela. Donc là, il y avait ce premier point. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, s'il y a des vocations scientifiques, en effet, on le voit bien, il y a quelque chose comme une crise qu'on constate assez bien. À l'université du Mirail, Jean Jaurès, où je vais, il a été créé il y a peu de temps un cours comment ils appellent, d'écriture créative. Il y a déjà plus de 800 candidats qui sont inscrits, voilà. Et puis, dans les cours, disons, d'histoire extrêmement précise, technique, hein, véritablement, c'est-à-dire de la science, hein, au sens historique du terme, il n'y a personne, ou il y a quasiment personne, hein, en réalité. Et donc, pareil pour le cours de théâtre, le cours de cinéma, alors là, bon, c'est la foule dans tous les sens, tout le monde veut faire des films, tout le monde veut écrire, etc. Et puis, les cours, vraiment, où on apprend et où on prépare la recherche, eh bien, c'est un peu plus difficile. Je participe à 2 ou 3 laboratoires de docteurs. Il n'y a pas grand monde, hein, voilà, pour venir discuter précisément, c'est-à-dire scientifiquement, des fables de La Fontaine ou d'autres choses. En revanche, pour dire des fables de La Fontaine, pour chanter La cigale à la fourmi ou n'importe quoi, pour faire des imitations, là, il y a une foule très considérable. Donc, il y a un premier point qui est... Il y a quelque chose qui se passe en France qui est un peu délicat. Un deuxième point qui était lié en fait, à Bordeaux même, c'est qu'à l'hôtel où l'université de Bordeaux m'avait envoyé, il y avait une espèce de programme de la municipalité. Alors je l'ai là dans mon cartable, mais enfin peu importe, qui s'appelait La culture aujourd'hui à Bordeaux. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc le programme était une culture partagée, voilà, très bien.
Et donc, ça fait 10 pages, à destination de tous les citoyens. Et donc, on s'apercevait en feuilletant le truc que pour la municipalité de Bordeaux, peu importe, Moudin pourrait peut-être faire la même chose à peu près, pour la municipalité de Bordeaux, la culture, c'était effectivement des concerts populaires partagés, du théâtre, etc. C'était des représentations théâtrales, de la peinture, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Et si le mot science apparaissait une seule fois, on a fait le compte avec Pierre Parent et ses copains, on a tout lu en détail, c'était une seule fois dans un coin, parce qu'il y avait le mot musée de sciences et d'histoire naturelle. Voilà. Et le musée de sciences et d'histoire naturelle était convoqué uniquement parce qu'il y avait des performances qui étaient annoncées au milieu des mammouths ou je ne sais pas quoi de ce genre. Et donc, ce qui frappait effectivement vos collègues, enfin ces gens de l'université de Bordeaux 2 ou 3, je crois, c'était effectivement que le programme culturel des municipalités, de la culture, ignorait complètement la culture scientifique. Il n'y avait absolument rien. Alors je leur disais, à Toulouse, quand même, on est bien, parce qu'il y a Science Animation, voilà, de mon ami Olivier Mock, qui n'est plus le président, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées à la Novella, mais là, c'était extrêmement clair, et c'était en fait assez représentatif. Effectivement, la culture, c'est autre chose que ce qu'on appelle la science. Donc il n'y avait pas non plus, évidemment, la science, disons, qu'on fait en géographie, qu'on fait en psychologie de manière vraiment un petit peu sérieuse, en histoire littéraire, en critique littéraire, etc. Il y avait tout à fait autre chose. C'était, voilà. Et donc, c'est un trait qui est un peu frappant. On dirait que comme si la science, dans les différentes dénominations qu'on peut donner à des différents domaines, hein, que ce soit la botanique, la géologie, l'astronomie, les mathématiques, la sociologie, la géographie, enfin, tout ce qui est une activité d'une communauté visant à produire des énoncés qu'on considère comme vrais et qui sont éventuellement modifiables étant donné l'histoire de la science, hein, véritablement. Tout ça n'est pas dans la culture. Donc je peux imaginer que dans d'autres villes que Bordeaux, des choses analogues seraient en cours. Et personne ne s'en étonne véritablement, c'est comme ça, c'est un fait. La culture ne comporte pas la culture scientifique. Voilà une chose qui est très particulière. Donc, crise de ce point de vue-là. Alors, crise qui n'est pas simplement, évidemment, il y avait un autre troisième aspect, c'est qu'ils se plaignaient, bien sûr, mes chers amis, du manque de crédit, évidemment. Bon, alors, je leur disais, bon, écoutez, les scientifiques, vous êtes très chers, nous, on l'est un peu moins, mais enfin, c'est pareil. Bon, alors, évidemment, il y a certainement une crise dans les budgets de sciences, on le voit bien en France, même si on donne quelques fifrelins à la boule ou des endroits de ce genre. Disons que la science, en général, en France en particulier, ne croule pas sous les subventions. Quand je parle avec Christian Joachim en particulier, il me dit que son travail principal consiste à chercher des sous à droite à gauche et pas tellement à chercher des vérités sur les molécules ou autre chose de ce genre. Donc très bien. Donc il y a, et puis véritablement pas grand monde s'en indigne aussi, on s'en étonne assez peu, sauf sur le fait que de temps en temps un certain nombre d'applications scientifiques de caractère technique manquent un peu. Alors on s'aperçoit que la France manque de techniques pour fabriquer je ne sais quel système d'armement, de drogue ou quelque chose de ce genre, ou tel médicament. Mais la science, dans ce cas-là, de fondamental, c'est-à-dire la production d'énoncés considérés comme vrais par une communauté et qui sont éventuellement évolutifs sur un certain nombre de points, cela, bon, c'est pas grave. Enfin, on peut attendre. Ça peut venir un petit peu à plus tard. Et ça rentre un peu difficilement dans les débats politiques, dans les débats moraux. Et on le constate effectivement, quand ce matin encore au lycée de Revel, effectivement, évidemment, tout le monde veut se préparer. J'étais dans un cours alors je n'ai pas très bien compris, enfin une première plus ou moins scientifique, c'est-à-dire qu'ils font 5 minutes de mathématiques de plus que les autres, je crois, et 4 secondes de physique en plus que les autres. Enfin, j'ai compris que c'était extrêmement homéopathique, ce qu'ils faisaient en particulier. Mais enfin, bon, c'était en gros les scientifiques du paysage. Donc, très bien, voilà. Il y a quelque chose qui se produit et qui ne s'est pas toujours produit, parce qu'effectivement, pour différentes raisons, il y a eu une sorte de goût massif de la science à certains moments qui était extrêmement frappant. Par exemple, si je me rends à la bibliothèque municipale de Toulouse, qui est donc rue du Périgord, un grand bâtiment construit, achevé en 1936 par Jean Montariol, à la demande de la municipalité de Toulouse. Et quand je rentre dans ce bâtiment qui est complètement couvert d'inscriptions, d'images et tout, d'abord, j'ai 2 femmes nues qui sont là pour me montrer la littérature classique et la littérature moderne. Il y a une qui est plus nue que l'autre, c'est la moderne. Et donc, je suis un petit peu excité par ce paysage, mais je vois à gauche de la grande porte qui porte les techniques de la fabrication de l'imprimerie, je vois la littérature et les arts. Donc, je vois Molière, je vois La Fontaine, je vois un tas de gens comme ça qui convergent vers l'école. Et puis, à droite,
à droite, sur un grand mur très très vaste, je vois les sciences et les techniques en tout genre telles qu'elles étaient jusqu'en 1930. Alors ça part effectivement de Pythagore et des gens de ce genre, ça finit à peu près par le télégraphe Chappe, mais ça finit tout à fait par Pasteur et quelques autres, c'est-à-dire la science telle qu'elle produit à la fois des résultats fondamentaux, mais aussi des applications techniques, pratiques, médicales et autres. Et donc on nous dit très clairement, si vous entrez à la bibliothèque, vous avez le côté, vous passez les deux femmes nues, hein, c'est comme ça, c'est assez rigolo, la bibliothèque municipale de Toulouse, une fois que vous avez passé les deux femmes nues, c'est-à-dire la littérature, les livres. Donc vous avez à gauche le paysage de la littérature, des arts, de la musique, Orphée, tout ce que vous voulez. Et puis à droite, équivalent en quantité, strictement équivalent, vous avez des figures, disons, plus ou moins mythologiques, très anciennes, Pythagore et autres, et puis vous arrivez jusqu'à Pasteur et des gens dont vous reconnaissez la tête. Mieux même, du côté gauche, c'est-à-dire du côté littérature, le dernier personnage qui est le personnage de la littérature, c'est Zola, qui est là pour deux raisons. Il est là, bon, il a une belle gueule, il a une barbe, il a des lunettes, etc. Il est évidemment là parce qu'il est pensé comme un auteur de gauche, Dreyfusard, tout ce que vous voulez. Donc l'auteur de J'accuse, hein, voilà, et donc pour les municipalités socialistes, il est là. Mais on lui a fait aussi une tête de scientifique. C'est la même tête que Pasteur qui est de l'autre côté, qui sont symétriques. C'est-à-dire barbe, enfin tout ce que vous voulez, un peu Max Lafontaine, voilà, qui est là véritablement. Donc il a à peu près la tête idéale de Pasteur et de Zola intégrée. Donc quelqu'un dont on nous dit... et on le met en valeur effectivement comme étant un littéraire effectivement, mais qui dialogue, et la symétrie de la construction est là, avec effectivement les figures qui sont de l'autre côté, qui sont les figures de scientifiques. Alors les figures de scientifiques fin 19e, début 20e, qui se succèdent. Alors il y a des avions qui décollent, etc. Enfin il y a tout ça, il y a cosmonautes, et puis il y a Galilée dans les profondeurs. Donc voilà. Alors là c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on a une figuration de quelque chose qui semble venir de gens comme Jules Verne, ou comme Zola, ou comme Victor Hugo dans la littérature. Cette idée qu'il y a ces deux aspects, et que c'est important. Alors si j'ai évoqué un petit peu Jules Verne, c'est vraiment à dessein, parce qu'en effet, donc, à la fin du XIXe siècle, la littérature française, à destination de la jeunesse, est marquée par un auteur très important. Il y a 80 romans à peu près qui sont lus par tout le monde, les enfants et les vieux, qui sont les romans de Jules Verne, qui sont intéressants parce qu'effectivement, ils utilisent la meilleure science du temps, ce qu'on pouvait faire de mieux, l'électricité, avant les sous-marins, enfin voilà, les débuts de ce qui allait devenir l'aviation, l'île à hélice, etc. Bon, il délirait un petit peu sur les performances, voilà. Et donc il utilisait, autant qu'il le pouvait, disons, des récits. Il faisait des récits tels qu'ils étaient passionnants pour un tas de gens, des jeunes gens, voilà, nos grands-parents, qu'ils étaient illustrés, mais qu'en même temps, ce n'était pas de la propagande scientifique au sens strict du terme, et on va revenir un petit peu dessus, parce que dans les romans de Jules Verne, on avait souvent une image un peu bifide de la science, qui était particulièrement intéressante. C'était par exemple le capitaine Nemo. Le capitaine Nemo est à la fois quelqu'un qui est un grand scientifique, donc il maîtrise toutes les données scientifiques et techniques de l'époque qui lui permettent de bâtir avec ses copains un sous-marin extraordinaire et aussi d'étudier le fond des mers. Il prend des notes, etc. Il produit des résultats, il communique avec des savants à travers le monde de l'époque, il fait des descriptions de poissons, etc. Et Jules Verne s'est documenté. Mais en même temps que c'est un personnage, disons, extraordinaire, un véritable savant auquel on a envie de s'identifier, c'est un personnage qui est, d'un autre aspect, c'est qu'il passe son temps à couler des bateaux pour des raisons assez obscures de lutte contre les Anglais avec les Indiens. Et donc c'est quelque part aussi une sorte de savant fou. Et on nous suggère aussi cette idée que ce personnage-là, porteur de savoir, porteur de capacité critique considérable, qui est capable de faire aussi des techniques extraordinaires, le sous-marin, est aussi un personnage potentiellement interrogatif, dangereux. Et donc on nous propose l'image d'un personnage qui est toutes sortes de choses, et du coup il s'appelle avec génie Nemo, c'est-à-dire en latin rien, mais enfin si on le renverse aussi ça fait l'homme, hein, voilà, dans toutes les lettres. Donc Nemo n'est rien, Nemo est l'homme, Nemo est l'incarnation de cette pulsion scopique vers la science multipliée avec recherche, et puis en même temps Nemo est un personnage éminemment dangereux. Donc on a quelque chose qui nous est proposé, qui convoque, on le voit bien, les éléments de l'imaginaire. D'un côté, on voit par les images, on voit par le récit, par les descriptions qui sont faites, les profondeurs marines, la beauté effectivement du sous-marin, l'aventure, on a envie de s'identifier à Nemo. Maintenant, on comprend bien, quand on lit Jules Verne, qu'il y a quelque chose d'épouvantablement dangereux, potentiellement, qui est dedans. Et donc là, on voit bien, pareil chez Zola, mais autrement,
qu'il y a bien quelque chose qui tourne autour de la science, qui est quelque chose comme des imaginaires, et on sait fort bien qu'un certain nombre d'imaginaires, de ces imaginaires convoqués, ont eu de l'efficacité, ont créé des vocations scientifiques innombrables, et des quantités de gens, dont par exemple le Camembert Cousteau, pour rester dans la modernité un peu plus récente, expliquent que leur vocation tient en partie à Jules Verne et à ses éléments imaginaires et bien d'autres. Bon, alors, cette question d'imaginaire efficace, elle a un rôle très important sur les vocations, certainement, mais aussi évidemment sur la représentation sociale qui a à voir avec tout cela, avec la science. Alors pourquoi ? Parce qu'en effet, la science, et là je reviens un peu à ma définition de départ, c'est-à-dire cette activité collective visant à produire des énoncés de vérité avec des experts, a un certain nombre de points à voir avec l'imaginaire qui sont, pour certains, vraiment, vraiment fondamentaux et que je vais essayer de classer un petit peu pour avancer et proposer quelques idées un petit peu. Voilà. Alors, donc, bien entendu, quand on parle de science, et de cette science telle que j'ai essayé de la définir un petit peu, il y a d'abord l'imaginaire des chercheurs. En effet, il n'y a pas de chercheur qui ne soit marqué par, effectivement, le fait qu'il est un être humain, un homme ou une femme, peu importe, un vieux ou un jeune, qui ne soit un personnage qui est habité par un imaginaire. Et on va dire la recherche scientifique passe souvent par des éléments d'imaginaire. Alors, tu as évoqué tout à l'heure le personnage de Grothendieck. Alors Grothendieck en parle beaucoup dans son livre énorme qui a été publié récemment, qui s'appelle Récoltes et semailles. Et donc Grothendieck est un mathématicien, c'est particulier, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus longuement, et donc il explique dans des chapitres très longs qu'effectivement rien n'est plus déceptif pour les élèves qui apprennent les mathématiques que le refus que l'on fait de la part du rêve. Et quant à lui, dit-il, pour faire des mathématiques, alors des mathématiques au sens de la recherche, des mathématiques, pas simplement résoudre une équation du second degré par là dans un coin, ou expliciter le théorème de Pythagore ou de Thalès. Bon, pour faire de la recherche en mathématiques, dit-il, eh bien, on en reparlera d'ailleurs à l'occasion, non pas d'une grande ouverture, mais de rencontre, la part du rêve est très importante, c'est-à-dire le fait de la capacité, avec désir, plaisir, dans la nuit ou dans le jour, peu importe, de voir, il emploie ce terme voir, et donc le terme à les images, de voir un ensemble de problèmes et leurs solutions qui nous apparaissent de manière très confuse, mais en même temps immédiate, et voilà, très important. Et donc il explique qu'il y a deux types de scientifiques à ses yeux. Il y a les scientifiques qui font quelques équations par-ci par-là, qui trouvent quelques résultats de temps en temps, et puis il y a les scientifiques qui rêvent. Les scientifiques qui rêvent, il en fait partie, et pour lui, les scientifiques qui rêvent, c'est lui, c'est Einstein et quelques autres, c'est-à-dire les scientifiques qui créent véritablement quelque chose par anticipation, en faisant confiance aux forces du rêve. Alors, évidemment, c'est excessivement dangereux, parce que ça peut donner les pires choses, les pires délires, etc. On a entendu parler à l'Académie des sciences de la mémoire de l'eau ou de choses de ce genre. Et donc, on voit bien, évidemment, le danger considérable. Mais ceci dit, il ne reste pas moins vrai qu'il y a un élément premier de rapport avec l'imaginaire, c'est qu'il n'y a sans doute pas de création poétique, bien sûr, mais aussi scientifique, sans une partie d'intuition, de fabrication d'images, d'anticipation, de rêverie et autres, et que donc peut-être bien qu'un enseignement, et on le voit parfois, et c'est peut-être pour ça que les élèves du lycée de Revel n'aiment pas tellement les mathématiques, un enseignement, on va dire, essentiellement castrateur du point de vue de l'imaginaire, du désir, du corps. Ce qu'on voit très bien d'ailleurs, j'ai enseigné pendant des années au lycée Pierre de Fermat. Il y a au lycée Pierre de Fermat, bon, on va dire 100 élèves plus ou moins littéraires, 200 élèves qui font du commerce et 800 élèves qui faisaient des sciences, disons, dures, c'est-à-dire qui vont devenir ingénieurs. Du côté des littéraires, tous les rêves sont permis. Voilà, on peut délirer tranquillement, les corps sont présents. Moi, j'ai enseigné en classe de Cagnes. Bon, il y a des questions essentiellement des amours, etc., entre les élèves, enfin, etc. Voilà. Et on parle de littérature, on parle de Rousseau, on parle de La Fontaine, etc. Les fantasmes sont là, à donf les manivelles, va-t-on dire. Et donc, ça y va bien. En école commerciale, il y a un seul fantasme, devenir riche. Donc les filles sont très jolies, se préparent à devenir riches, elles le sont, elles le seront. Bon, il y a surtout des filles, c'est comme ça. De l'autre côté, les maths sup, maths spé, il y a massivement des garçons. Là, s'il y en a un qui dit en cours de maths ou de physique, et me rapportait qu'il rêve, n'importe quoi d'autre, voilà, on lui dit tu es un littéraire, tu n'as pas ta place là. Et donc, il n'est pas possible d'avoir de corps, véritablement. Les amours ne sont pas présents, l'histoire, le sensible, etc. est absent. On ne fait peut-être pas de la science, d'ailleurs, comme me disent certains mathématiciens, on fait des exercices mathématiques ou des exercices physiques, on n'est pas dans la création véritablement, on apprend des techniques mathématiques ou physiques ou chimiques pour résoudre un certain nombre de problèmes qui permettent de construire des ponts ou de faire des téléphones portables. Et donc là, il y a une sorte de retrait de l'imaginaire. L'imaginaire est du côté des lettres,
Et donc il y a les filles, bien entendu. Et le non-imaginaire est du côté des sciences, avec l'entre-deux l'imaginaire social, qui est, disons, les classes économiques et commerciales. Alors c'est presque caricatural, mais il suffit d'entrer dans le lycée Pierre de Fermat. On a vite compris, effectivement, où se jouent les imaginaires. Et là, effectivement, un certain nombre de mathématiciens, dont ceux avec qui j'étais, disaient qu'un des problèmes, effectivement, de l'enseignement des mathématiques, pour eux, ils parlaient des mathématiques, c'était effectivement ce refus de l'imaginaire, qui passait par le refus du corps des mathématiciens, de l'histoire des corps des mathématiciens, de l'histoire des mathématiques, au sens des aventures particulières, celle d'Évariste Galois, celle de Grothendieck ou de plein d'autres, bien entendu. L'histoire des imperfections et des perfections, les passions humaines, etc., tout ça remplacé par, effectivement, quelque chose qui, de soi, se coupe du corps, du sensible et autres, et donc quelque part des imaginaires. Et donc peut-être bien, là, y a-t-il une difficulté pour rendre efficace, effectivement, disons, le désir de science, parce qu'en face, effectivement, alors je me laisse du côté des littéraires, il y a des systèmes de propulsion d'imaginaires efficaces extrêmement considérables. On les voit à la télévision, on les voit encore mieux sur les réseaux sociaux, et on a vu avec l'affaire du professeur Raoult comment la fabrication d'une image extraordinaire du professeur Raoult, le grand panoramix, le savant, tout ce que l'on veut dans ce genre, le type isolé, enfin tout cela, fonctionne avec une efficacité considérable, et Max Lafontaine, qui faisait quelques écrits sur le Covid, avait bien du mal à convaincre quiconque que c'était intéressant, parce qu'en effet, la puissance des outils d'imaginaire est plus grande que l'écriture technique, scientifique précise d'un spécialiste de biologie, parce qu'en effet, bien sûr, on avait même vu, je ne sais plus comment elle s'appelait, une dame plus ou moins blonde et plus ou moins jolie et très catholique, qui a une espèce de centre médical, maintenant je crois à l'île Maurice, qui apparaissait comme un modèle de scientificité, alors que j'ai eu l'occasion de l'affronter à l'Académie à Paris, d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est une femme relativement délirante, mais très jolie d'ailleurs au demeurant, mais sur lequel un certain nombre de choses peuvent être affirmées. Donc il y a un premier aspect qui est l'imaginaire propre aux scientifiques, et cela, évidemment, c'est un champ de débat, mais voilà. Il y a un deuxième point, c'est que la science a à voir avec l'imaginaire quant à ses résultats. Alors on va dire que l'image que propose Virginie, là, qui est là, c'est tout à fait emblématique, c'est-à-dire qu'on a un truc, bon voilà, c'est beau, il y a des étoiles au loin, des galaxies, je ne sais pas quoi, on va dire, ça fait rêver. Ça fait rêver, et bon, ça peut être aussi, si on regarde dans ton télescope électronique, on voit des trucs et des machins très loin, ça fait rêver. Si je suis avec Pascal Tassi dans les fouilles, dans le Gers, par là du côté de Montréal du Gers, on voit les traces de la dernière palpitation d'un mastodonte il y a 30 millions d'années, donc ça fait rêver une trace de sauropodes ayant glissé il y a 140 millions d'années dans le sud de l'Aveyron, ça fait rêver, enfin, etc., etc. Bon, donc il y a des formes de cristaux et tout cela, donc la science apporte des résultats, par exemple mathématiques, soudain une très jolie démonstration de quelque chose qui nous fascine quelque peu. Bon sang, bien sûr, c'est vrai, enfin, c'est comme ça marche. Et donc, quelque part, ça fait rêver. On est nombreux à se rendre à l'observatoire de Jolimont pour poser son œil dans une étoile, dans un télescope, et regarder les anneaux de Saturne. Et immédiatement, ça fait rêver. Ou tel qui vient nous parler de je ne sais quoi, de quelques molécules fondamentales. Je me souviens de conférences très jolies sur les macrophages. Et soudain, on a des images magnifiques qui nous font un petit peu rêver. Et tout ça. Et donc, ça marche assez bien. Mais là aussi, si effectivement c'est un outil qu'utilise parfois, disons, la propagande pour convaincre d'aller du côté de la science, c'est aussi assez dangereux parce que effectivement, de jolies images qui font rêver peuvent être produites par la science, peuvent être produites par n'importe quel moyen technique, un peintre, voilà, on graphite quelque chose, et puis on sait très bien que les images ne sont pas des énoncés de vérité, c'est simplement des formes qui nous plaisent ou qui nous déplaisent, sur lesquelles on peut faire des choses, et ces images peuvent être utilisées de toutes sortes de manières. Voilà. Et ça, c'est un danger épouvantable des images. Je me souviens, ayant tourné un petit film qui s'appelait Le Fils de Néandertal, avec Jacques Mitch, on a l'occasion de reparler dans quelques instants, eh bien, le film essayait de dénoncer les impostures que peuvent faire des documentaires scientifiques, sur Arte, hein, mais là, il était commandé par Arte pour Un poisson d'avril. Le principe du film, c'est qu'on racontait avec précision, avec une précision de documentaire, avec des vrais scientifiques dedans, une fausse découverte concernant l'homme de Néandertal. Et donc, cette fausse découverte amenait jusqu'à un certain point où on révélait effectivement la vérité. C'était une fausse découverte. Mais, évidemment, quand on projetait le film, il était tellement bien fait techniquement, tellement arté, que les gens, évidemment, étaient pris jusqu'à la dernière minute à peu près, au moment où on leur disait « Coucou, bien sûr, tout ça est faux ». Mais simplement, on a observé deux choses. La première, en général, c'est que dans le film,
tous les gens qui étaient des scientifiques étaient beaucoup moins crédibles que les gens qui n'étaient pas des scientifiques. Et donc les archéologues passaient pour les pingouins, et on doutait des archéologues, alors que moi, qui ne suis pas du tout archéologue, on me prenait vraiment pour un archéologue de premier vol. Hein, voilà. Mais encore mieux, quant à moi, j'ai eu l'occasion d'être transformé en professeur chasuble, un professeur de psychologie préhistorique, et donc j'avais un vêtement blanc qui me donnait l'air d'un grand médecin. Et quand on a tourné une partie du film dans les laboratoires de l'Université du Mirail, c'est-à-dire les laboratoires d'anthropologie, chez Framespa, eh bien, comme je circulais dans les couloirs avec ma tenue de médecin, eh bien, une dame est venue me demander, qui se trouvait un peu mal, de la soigner rapidement, ce que j'ai fait un peu comme les dessins de Sganarelle, avant de lui révéler que je n'étais pas un médecin. Et donc, effectivement, l'image de l'habit, Molière le montre bien déjà, quelques images diverses et variées, quelques images qui ont l'air crédibles, qui sont bien menées avec une bonne musique, Arte et compagnie, amènent effectivement à rêver, peut-être qu'on a affaire à un médecin, à rêver qu'on a une découverte archéologique, mais c'est extrêmement dangereux, effectivement, parce qu'on peut raconter à peu près n'importe quoi. Et donc là, effectivement, si la science a à voir quant à ses résultats avec les imaginaires, bon, là, il y a quelque chose qui est un peu difficile à utiliser. On va y revenir. Il y a un troisième point qui est, on a signalé le mot vérité tout à l'heure. Et alors là, on rentre dans quelque chose de plus fondamental sur nos questions. On se dit, bon, la science, tout à l'heure, activité collective qui vise à produire des énoncés de vérité, oui, d'accord, mais elle présuppose l'idée que la vérité est plus intéressante que l'erreur. Elle présuppose une croyance dans la valeur de la vérité. Alors, ce n'est pas évident du tout. Hein, je vais raconter une petite histoire qui est celle de Don Quichotte. Don Quichotte, donc, vous savez, croit que les moulins, ce sont des monstres qui doivent combattre les moulins. Très bien, donc il se trompe. Il veut croire aussi que Dulcinée du Toboso, qui est une espèce de fille un peu nulle, plus ou moins putain, qui habite dans un petit patelin perdu d'Espagne qui s'appelle Toboso, est une princesse extraordinaire qu'il doit sauver des monstres, etc. Et il veut croire que son cheval minable, qui s'appelle Rocinante, est un magnifique cheval, et il se met, vous savez, un saladier sur la tête, et il croit qu'il est un chevalier du Moyen-Âge qui va combattre les moulins pour sauver Dulcinée du Toboso. Très bien. Et donc il est fou, il est dans l'erreur, il se ment à lui-même, on lui ment, etc. Mais vers la fin de la deuxième grande partie du livre, il est sur le point de mourir, il est fort malade, et on lui annonce la vérité. La vérité, il finit par la comprendre. Dulcinée du Toboso n'est qu'une petite putasse du coin, le cheval est nul, etc. Mais là, il choisit d'aller du côté du mensonge, parce que le mensonge le fait vivre. Parce qu'il préfère effectivement être dans l'erreur que dans le vrai. Quel intérêt de savoir que Dulcinée du Toboso est ce qu'elle est? Je préfère vivre dans la grandeur. Et donc, il y a un imaginaire de vérité contre d'autres imaginaires. L'imaginaire de vérité consiste à se dire, à se convaincre que ça vaut la peine d'être dans la vérité, que c'est plus grand, que c'est plus utile. Ce n'est pas toujours le cas. Que ça a plus de valeur d'être du côté de la vérité que du côté du faux. Ça se débat infiniment, peut-être bien. Il y a des fois, dans les situations psychologiques diverses et variées, qui ne sont pas nécessairement celles de Don Quichotte, où on peut se dire qu'effectivement, ça vaut la peine de rester dans ailleurs que de là. Or, pour admettre la valeur de la science, au fond, il faut croire à l'intérêt de la vérité, à l'intérêt plus grand de la vérité que du reste. Or, on est dans une sorte de pays un peu difficile, où effectivement, on le voit bien sur plein de plans politiques. Bon, je pense à Poutine, évidemment, mais aux médias en général, au Facebook en tout genre, voilà. Effectivement, il y a un discours qui est clairement, souvent, faux, mais qu'on aime bien. Je suis très surpris en baladant sur Facebook, je tombais sur des quantités de posts, de ragots, de trucs, de machins, qui sont absolument faux, enfin incroyablement faux, qui sont proposés par des gens que je croyais à peu près lucides, et qui sont redispatchés à l'infini, comme étant des sortes de vérités, mais dont chacun voit bien, effectivement, que ce n'est pas nécessairement la vérité. Ce matin, avec les élèves du lycée, pour dire que ce n'est pas moderne, du lycée de Revel, on évoquait un personnage qui est présenté dans les caractères de la Bruyère, qui s'appelle, j'oublie son nom, Sémophile. Voilà. Ce personnage-là, il a un masque, il est constamment masqué, tout le temps, évidemment, il est autre que ce que l'on croit qu'il est, mais chacun sait que c'est un mauvais. C'est par exemple quelqu'un qui a l'air d'être un curé, mais chacun sait très bien que c'est un pédophile, un mauvais, un voleur, enfin tout ce que vous voulez. Et tout le monde le sait, tout le monde voit ce que la Bruyère appelle son visage. Son visage, c'est le visage d'un mauvais, on est d'accord. Mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, tout le monde est très content que ce type soit ce qu'il est,
Et lui est très content aussi puisqu'il en profite, et personne ne vient le contester au bout du compte. Vous avez l'exemple de, je sais pas, de gens comme Berlusconi, hein, voilà, je suis un menteur, je suis tout ce que vous voulez, votez pour moi, ben oui, on va voter pour vous. Voilà. Et donc c'est un peu curieux, pourquoi est-ce que des quantités d'Italiens ont pu voter pour Berlusconi, qui en gros, si je comprends bien, une sorte de truand, hein, voilà, très intelligent, très malin et tout ça, mais l'ont fait ça. Voilà. Évidemment, si je prends l'exemple de Berlusconi, c'est qu'il me semble un peu criard, mais enfin, on a les mêmes ici ou là, hein, en beaucoup d'autres endroits. Et quelque part, eh bien, il y a une formulation de La Fontaine qui dit « L'homme est de glace aux vérités », eh oui, des vérités, « il est de feu pour les mensonges ». Il est de feu pour les mensonges. On aime bien les mensonges, quelque part. Voilà. Baudelaire développe dans l'amour. Mens-moi, dit-il aux dames. Voilà. J'aime mieux ça que la vérité. Hein, voilà. La vérité, on s'en fiche un petit peu. Alors, il y a un imaginaire de vérité. Et là, effectivement, c'est une chose qui est très importante. C'est qu'elle, disons, raison en partie imaginaire, en partie fondée. Il peut y avoir d'admettre la valeur de la vérité, véritablement, dans un monde dans lequel on est, voilà une grande difficulté. Et on se rend bien compte que dans les temps dans lesquels nous sommes, le discours sur la vérité, c'est-à-dire ça vaut la peine d'aller du côté de la vérité, ça vaut la peine de prendre des risques quant à la vérité, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, véritablement. On le voit à la télévision, sur les réseaux Facebook, dans les journaux, dans les romans, etc., dans le goût qu'on peut avoir pour la fiction. Et en parlant il y a peu de temps à l'université Jean Jaurès avec des étudiants qui sont en cours de master théâtral, on demande pourquoi vous avez envie de faire ça, vous allez crever de faim, vous serez misérable, tout le monde va vous mépriser, enfin voilà, en réalité, vous serez dans le meilleur des cas attaché de communication de je ne sais pas qui, au théâtre Garonne ou autre, et vous gagnerez 3 francs 6 sous, etc., et votre vie sera misérable, et tout et tout. Oui, mais ça me fait rêver. Je préfère tellement être au Théâtre Garonne, hein, par exemple, voilà. Et très bien. Et, par exemple, je connais très bien Christian Torel, qui est un grand ami à moi, qui paye extrêmement mal ses employés à la librairie, et il le sait très bien, mais il a des files d'attente considérables. Tout le monde veut être employé à la librairie Ombre Blanche, parce que ça fait rêver. On sait bien que Christian Torel est un patron assez atroce, enfin bon, il ne s'en cache pas, voilà. Mais on préfère nettement ça à un métier comme professeur suppléant de mathématiques, qui n'a aucun prestige particulier. Le salaire est plus grand chez Christian Torel en mathématiques, que professeur de mathématiques, mais ça ne fait pas rêver, et on le sait. Mais voilà. Alors là, il y a une question sur la science, c'est cet imaginaire de vérité, il n'est pas nécessairement défendu, il n'est pas nécessairement évident. Quatrième point, rapport avec cela, c'est qu'effectivement, la science, et là je reviens un peu à Jules Verne, a souvent eu besoin de récits. Alors vous savez, on parle souvent du grand récit, le grand récit national et autres, mais il y a aussi le grand récit qui nous raconte des histoires qui font rêver. Alors, on en connaît plein. Quand j'étais gamin, il y avait le grand récit autour du commandant Cousteau, qui lui-même s'enracinait sur le grand récit, sur le capitaine Nemo et autres. Il y a le grand récit sur Thomas Pesquet, enfin voilà. Il y a le grand récit sur Arum Tazieff, enfin sur plein d'autres. Hein, voilà. Le grand récit qui va tourner autour des gens comme Pasteur, qui ont trouvé des trucs extraordinaires, et on raconte leur histoire. Et donc, on raconte ça aux enfants. Alors, cette histoire est toujours un peu fausse. Hein, voilà. Freud, Pasteur, etc. n'étaient pas nécessairement Pesquet, ne sont pas nécessairement les hommes exacts ou les femmes que l'on veut qu'on croit. L'histoire de Marie Curie n'est pas exactement celle qu'on a envie de quelqu'un, etc., etc. Bon, tout ça, voilà. Mais c'est pas mal parce que ça permet, ces grands récits, à des gens de s'identifier. Ces grands récits ne sont pas exactement vrais, mais il y a des grands récits sur des grands militaires, des grands récits sur D'Artagnan, des grands récits sur Napoléon ou autre. Voilà. Alors, maintenant, il y a un peu de problème. Il y en a un qui est fondamental. C'est que la science contemporaine a du mal avec ces grands récits, parce qu'effectivement, j'en mesure l'expérience avec, disons, les sciences, disons, littéraires, si on peut appeler ça des sciences, tout à fait. Effectivement, je reviens à mon idée, un travail sur, je sais pas, sur le XVIIe siècle et la religion et le jansénisme, par exemple. Ça sera un travail collectif fait par toute une série de gens, dont certains sont vieux, d'autres sont jeunes, qui vont, à travers des colloques généralement très ennuyeux, voilà, apporter des communications, pour chacun apporter sa pierre à l'édifice, pour arriver à construire un propos qui aura du sens. J'ai d'anciennes élèves que j'avais en maths sup ou maths spé à l'époque, qui ont fait de la physique, et leurs sujets d'études sont tellement marginaux sur un boson de je ne sais trop quoi, que, bon, rien que de voir leur truc, bon, voilà, on a déjà peur. Et en fait, elles sont typiquement des scientifiques médiocres, c'est-à-dire elles travaillent dans tel ou tel laboratoire, sérieusement, très bien, et leurs articles sont signés par 10 personnes, 20 personnes, un Chinois, un Japonais, un Russe, un Américain, un Français, un Black, n'importe quoi, enfin voilà, un tas de gens, et au milieu, on voit apparaître Sonia Francois, tiens, puisque je me souviens d'elle, très bien, un nom comme ça, au milieu de 10 ou 15, voilà, très bien. Alors ça ne ressemble pas à l'héroïsme.
à Pasteur arrivant tout seul et trouvant son machin, un autre qui monte dans la Lune et qui arrive et qui dit c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. C'est des équipes, et il est difficile de faire des récits qui décrivent de manière héroïque quelque chose comme des équipes qui travaillent dans un laboratoire, qui sont composées de gens intelligents, compétents, ardents à leur travail, mais au fond éventuellement relativement médiocre. Alors je prends un exemple qui a été discuté parce qu'il a le rapport avec Paul Sabatier et avec l'académie dont je m'occupe. Donc une des grandes héroïnes de l'université Paul Sabatier, c'est Audrey Dussotour. Audrey Dussotour, qui est une spécialiste d'entomologie, qui est une assez jeune femme, un peu trop jeune pour notre académie, mais bon qui doit avoir 44-45 ans, charmante au demeurant, et qui s'intéresse aux insectes, en particulier aux fourmis, qui vient donc de faire un livre avec Antoine Vistra, qui enseigne ici aussi, et qui fait un chercheur ici sur les fourmis. Et donc, elle a fait des recherches sur un organisme unicellulaire assez particulière, qu'elle a appelé effectivement le blob. Le blob n'est pas un nom scientifique. Elle a récupéré ce nom de cet organisme unicellulaire qui peut être tout petit ou très gros, il peut faire quelques mètres, et qui est assez dégueulasse, qui est jaunâtre dans les forêts, et même dans les jardins ici de l'université. Et donc, elle a appelé ça blob parce que le nom scientifique en latin, polycéphalum, bon, c'est pas très sexy. Blob, ça vient d'un film américain ou anglais, je crois américain, des années 60, où une espèce d'organisme très, très effrayant vient de la planète Tartampion, Mars si vous voulez, et envahit les maisons et dégouline partout. Donc un film plus ou moins d'horreur. Donc le blob ressemble un peu à ça, et elle s'est mise à parler un peu de ce blob à droite et à gauche, et Jacques Mitch, cinéaste toulousain, a fait un film autour du blob, en travaillant bien le sujet, en essayant d'être le plus exact possible, en faisant des images magnifiques sur les blobs. Je travaillais pas mal avec lui à ranger des blobs dans sa cave et à cultiver des blobs. Voilà, et il a fait d'Audrey, effectivement, un personnage qui est un personnage. Alors Audrey, elle est jeune, elle est charmante, elle est sexy. Il a quasiment transformé en une espèce de sorcière, voilà. Et donc, il a essayé de ne pas trop filmer son laboratoire réel à l'université Paul Sabatier. Il est plus ou moins misérable, enfin voilà, c'est pas terrible, voilà. Voilà. Et il a transformé plutôt Audrey en espèce de créature, de Terminator, de je sais pas quoi. Voilà. Et effectivement, d'ailleurs, y compris à l'Académie des sciences, un certain nombre de gens qui sont des scientifiques ont trouvé le film pas nécessairement tout à fait exact sur tel ou tel point de détail que je ne maîtrise pas du tout, mais aussi étaient un peu choqués sur la construction d'une figure, disons, héroïque, presque magique, d'une scientifique parfaite, à la fois sexy, originale, créatrice, etc. Alors qu'effectivement, bon, on le sent bien dans le film, Mitch ne ment pas tout à fait, mais il a eu besoin d'une incarnation. Eh bien, évidemment, la science réelle, c'est des colloques sur les blobs ou autre chose, avec des gens plus ou moins, pas nécessairement très beaux, pas nécessairement très sexy, pas nécessairement des sorcières ou des sorciers et autres. Et donc, il a transformé, en quelque manière, le travail qu'Audrey fait sur le blob en quelque chose qui est un peu inexact, à certains égards, dans le travail de la recherche scientifique. Et le titre même du film le dit, c'est « Le blob, un génie sans cerveau ». Alors évidemment, la notion de génie est une notion romantique typique, on pense à Grothendieck ou n'importe, à Einstein, etc. Bon, on veut simplement dire que le blob a des capacités, on va dire, cognitives, puisqu'on peut faire quelques expériences sur lui, sans qu'il ait de cerveau, puisqu'il n'a qu'une seule cellule. Et donc le pauvre blob, il arrive à reconnaître son itinéraire le plus efficace pour rejoindre un champignon ou autre qu'on a placé de l'autre côté. Donc il y a effectivement des expériences passionnantes sur le blob. Le blob n'est pas doué de neurones, n'est évidemment pas doué de cerveau. Il est capable donc de se déplacer à droite et à gauche pour trouver l'itinéraire le plus court pour le mener vers le champignon qu'il va manger. Il est capable de mémoriser un certain nombre de choses et donc il a des capacités cognitives. Évidemment, ça devient le blob, un génie sans cerveau, et on voit les deux pièges. D'une part, Audrey devient une sorte de figure héroïque, voilà. Et puis d'autre part, cette notion de génie et de génie sans cerveau, bon, elle est rigolote, elle est efficace, évidemment, mais elle est un peu, quelque part, on va dire, un petit peu menteuse, et ceci est légèrement embêtant, on va dire, d'un point ou d'un autre, d'un point de vue scientifique, strictement. Alors, ça, c'est la construction du récit, et on voit bien qu'une bonne partie de l'activité, disons de recherche, ne relève pas aisément du récit.
Là encore, la semaine dernière, la semaine d'avant, et puis dans les jours qui viennent, j'étais ou je vais aller à des colloques divers et variés. Bon, vous savez tous ce que c'est qu'un colloque. En tout cas, moi, du côté de l'histoire et de la littérature, c'est des agglomérations de 10, 15, 20, 30 individus qui se succèdent, qui font des communications plus ou moins intéressantes. Les gens se flattent un peu les autres, etc. Certains sont plus ou moins charmants, d'autres ne le sont pas. Il y a des résultats ponctuels, plus ou moins exacts, plus ou moins faux, etc. Ça dure des heures et des heures. Il y a des gens qui se font la cour les uns aux autres, des gens qui se maudissent, qui pensent à leur poste universitaire, etc. Donc c'est un peu glauque à bien des égards. Et quand des anciens étudiants à moi assistent pour la première fois à un colloque, la déception est considérable. Parce que par rapport au récit plus ou moins imaginaire qu'ils ont trouvé dans Jules Verne ou je ne sais où, ils assistent à un truc qui est lent, qui est souvent un peu ennuyeux, dans lequel il y a des intérêts divers et variés et autres. Et là, effectivement, c'est une des grandes difficultés contemporaines, c'est comment constituer des récits sur ce genre de choses. D'autant plus que la science contemporaine est souvent extrêmement équipée de machines, de technologies informatiques et autres. Et je me souviens, quand on était dans la boule avec Virginie et quelques autres, on voyait des jeunes chercheurs qui travaillaient sur les ordinateurs avec un air plus ou moins pâle, amaigri, des choses à s'allumer, etc. Et certes, la boule était un objet fantasmatique qui se prête à l'imaginaire, mais évidemment, la plupart des gens qui étaient là ne comprenaient pas très bien de quoi il s'agissait. Et c'est un peu normal parce que c'était un effet très compliqué. Donc la question du récit, elle se pose, et on va dire qu'elle se pose particulièrement aujourd'hui, parce qu'effectivement, on s'aperçoit bien qu'il n'y a plus l'équivalent, et peut-être qu'il y a une difficulté profonde à cela, de grands écrivains comme Jules Verne ou comme Zola en particulier dans le Docteur Pascal, mais bien d'autres, ou des grandes figures comme Cousteau ou autres, qui sont capables de faire des récits avec des figures dans lesquelles des gens peuvent s'incarner, se plaire, etc. C'est plus compliqué. Ce d'autant plus qu'effectivement, il y a un imaginaire de terreur qui est lié à la science. On va dire la science, ça sert à faire la guerre, et on va regarder les bombes, etc. Alors, un des personnages, pour moi, les plus intéressants de cette question, et puis j'arrive au dernier point, au cinquième petit point, la question de la métaphore, c'est ce personnage dont Virginie a parlé tout à l'heure, qui est Grothendieck. Alors Grothendieck, sur Grothendieck, il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire un film, pas très réussi, c'était avec une jeune réalisatrice dans ses débuts, techniquement un peu aventureux, mais quel avantage d'être le seul film qui a été fait du vivant de Grothendieck. Le choix était de ne pas filmer Grothendieck, mais d'interroger un tas de gens qui parlaient de Grothendieck, qu'il avait rencontré, dans le curé du village, un médecin, des mathématiciens, bien sûr, des voisins, etc. Et donc on fait un peu le tour du personnage. Alors, ce personnage de Grothendieck est un personnage qui est effectivement un scientifique, c'est-à-dire un des grands créateurs des mathématiques du XXe siècle, médaille Fields des mathématiques et tout et tout. Mais, et donc comme tel, bon, il a droit à une salle à l'université Paul Sabatier, en tout cas à l'université de Montpellier où il a été reconnu, il a enseigné pendant quelques années. Mais il y a deux choses sur Grothendieck qui attirent l'attention du public en général, en dehors du fait que c'est un mathématicien de très haut vol, probablement un des plus grands mathématiciens du XXe ou du siècle ou de l'histoire des mathématiques. Mais il y en a d'autres. Il y a des gens comme Pierre Cartier ou Jean-Pierre Serre qui sont de très grands mathématiciens. Et bon, Jean-Pierre Serre, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Bon, il fait rêver personne. Enfin voilà, c'est un type qui est fort, voilà, très fort, extrêmement fort, extrêmement fort. Il fait rêver quelques étudiants. Mais à part ça, c'est ce qu'on appelle un très, 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 très grand universitaire. Mais Grothendieck fait rêver pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est une incarnation particulière du génie absolu. Donc il a une histoire très douloureuse. Son père lui-même d'ailleurs était juif. Son père a fini par mourir à Auschwitz. C'est un type qui a combattu dans la guerre d'Espagne, qui était un combattant contre Staline. C'est un Ukrainien d'ailleurs à l'origine, un anarchiste ukrainien. Tout cela dans une vie extrêmement douloureuse. Sa mère, une femme extraordinaire aussi. Et Grothendieck tout seul, sans avoir fait vraiment d'études de mathématiques au sens habituel qu'on fait des études de mathématiques à Paul Sabatier ou ailleurs, est devenu une sorte de grand génie des mathématiques, découvrant des théories, des théorèmes, et il incarne le thème du savant solitaire, celui qu'on aime. C'est-à-dire le type qui n'a quasiment pas fait d'études, qui vient on ne sait pas où, du fond de l'Ukraine par son père, du fond de la Russie, de l'Allemagne, etc., qui débarque après des camps de concentration et tout ce que vous voulez, et qui, comme ça, à 30 ans, arrive, là, bon, voilà, il est beaucoup plus fort que tous les autres, et tout le monde admire cela, et on se dit, voilà la figure du génie. Donc on n'est pas du tout dans un expert plus ou moins médiocre qui collaborerait avec d'autres. On a quelqu'un qui est bien au-delà, et j'ai eu plusieurs récits de mathématiciens à propos de Grothendieck, dont l'un qui était un mathématicien de Besançon, protestant, qui m'expliquait que bon, c'est un professeur de mathématiques, comme il y en a sûrement à Paul Sabatier, un bon professeur de mathématiques, qui avait réussi à démontrer un théorème dans sa vie, voilà, il était très content de ça. Et Grothendieck est venu chez lui, et pendant tout le repas, ça a été extrêmement pénible, parce que Grothendieck était pénible, il mangeait rien, etc., il était vegan, et tout ce qu'on voulait. Et puis à 10h du soir,
soir, il a dit, mais qu'est-ce que tu as trouvé, toi, en mathématiques? Et le professeur de mathématiques local a dit, ah, ben, j'ai trouvé ça, un petit truc. Et Grothendieck l'a regardé, il dit, ah, c'est pas inintéressant. Et à partir de là, Grothendieck s'est mis à parler de mathématiques jusqu'à 3 heures de l'après-midi le lendemain, sans jamais s'arrêter, et lui faisant ouvrir le ciel dans lequel son petit théorème qu'il avait démontré n'était qu'un tout petit élément à l'intérieur d'un paysage beaucoup plus vaste. Alors comme ce monsieur est un protestant, il m'a dit, j'ai cru voir pendant toute la nuit la roue d'Ézéchiel qui tournait dans le ciel, et j'ai compris ce jour-là que je n'étais pas un mathématicien, mais un technicien d'un petit truc de détail, et du coup j'ai arrêté même de faire de la recherche, c'était pas la peine. Bon. Et donc là, il y a ce truc qui nous satisfait beaucoup, qui me satisfait beaucoup, le génie qui trouve tout, et qui pulvérise les médiocres que nous sommes, nous, universitaires ou autres, plus ou moins, ayant trouvé notre petit théorème, notre petit détail sur La Fontaine ou autre chose de ce genre. Donc il y a ce côté-là, et donc ça incarne bien le récit, et on peut y aller faire le film. Et puis un deuxième aspect qui est encore mieux pour la modernité, c'est que Grothendieck, au sommet de son récit, de sa vie, après la médaille Fields des mathématiques, a décidé d'arrêter la recherche scientifique pour des raisons écologiques dans les années, tout à fait début des années 70, et expliquer aux étudiants et à tout le monde, vous êtes tous des nuls, vous êtes financés par la recherche militaire et tout. Moi je m'en vais, je vais dans l'Ariège, enfin en Provence, d'abord du côté de l'Odève, ensuite puis au bout du compte dans l'Ariège, et il faut arrêter la recherche scientifique, et ils font une revue qui s'appelle Survivre et Vivre, et il devient un des penseurs de l'écologie radicale, il devient plus ou moins bouddhiste du Nichiren, il se tourne, il fait des calculs sur la fin du monde, il a des apparitions diverses et variées, et il finit, après avoir écrit des livres plus ou moins ésotériques, New Age et tout ce que l'on veut, en étant vêtu avec une grande djellaba jaune qu'il avait chez lui dans son petit village de la Serre. Alors là, c'est une autre idée qui convient bien à l'imaginaire. C'est le grand scientifique moderne qui a compris à quel point la science est dangereuse et abominable. Alors ça plaît beaucoup, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, enfin des choses comme ça. Mais lui, il est les deux à la fois. Il a été le type un peu terrible qui a contribué à la science moderne, qui a inventé un tas de trucs affreux. Mais il s'est retiré, c'est un pur, c'est un autre. Alors du coup, tous les autres scientifiques, Max Lafontaine ou autres, voilà, Virginie ou tout ce qu'on veut, sont tous plus ou moins des pourris parce qu'ils continuent à recevoir du fric du CNRS ou d'ailleurs, bien entendu, ils continuent à travailler à cet édifice, alors que lui s'est retiré dans la montagne. Et quand on projette le film Grothendieck, Rennes-le-Château ou ailleurs, au fond de l'Ariège, on voit arriver des types avec des barbes pas possibles, des filles avec des yeux de toutes les couleurs, des tresses, des nattes, enfin des Visigoths, des Indiens, tout ce que l'on veut, qui nous disent c'est formidable, c'est lui vraiment, voilà, c'est le grand homme. Et là, on est faire une figure ambiguë, parce qu'il y a une puissance d'imaginaire considérable. Les gens qui admirent Grothendieck, je laisse de côté les mathématiciens qui comprennent quelque chose de ces mathématiques, c'est à cause de cette figure imaginaire de solitaire et le type qui entre en rupture avec le système. Et donc là, il y a une puissance de l'imaginaire efficace, mais au bout du compte, contre en partie la science, bien entendu. Et donc là, il y a des figures difficiles, parce que effectivement, Grothendieck a plus de succès que Jean-Pierre Serre pour rester dans le domaine des mathématiques, parce qu'effectivement, voilà. Alors, dernier point du rapport des sciences avec l'imaginaire, c'est lorsqu'on veut faire de la vulgarisation scientifique, ce qui m'arrive à faire dans les domaines qui m'importent à moi, de la littérature, on est obligé de faire des choses qui sont simplifiées en général. Alors c'est particulièrement vrai pour les mathématiciens ou les physiciens, parce que là, si Virginie ou Zoya me parlent un peu de physique ou de chimie, rapidement, je n'y comprends rien, je suis largué. Donc ils vont devoir faire, pour m'expliquer des choses, pour expliquer des choses au public, des métaphores. Et donc des métaphores, ça convoque aussitôt de l'imaginaire, en effet. Qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? C'est une figure de rhétorique par laquelle on déplace une réalité vers une autre réalité. Si je dis une femme est une rose, je sais bien qu'une femme n'est pas une rose, qu'une rose n'est pas une femme, mais je déplace la qualité femme sur la qualité rose sur la qualité femme, pour lui faire plaisir éventuellement, mais pour donner quelque chose comme une idée de ce que je veux dire. Et donc on voit bien que la métaphore, ça a toujours deux aspects. C'est un aspect positif, c'est séduisant et c'est illuminant en quelque manière. Et un aspect très négatif, c'est que ça crée de l'ombre. Parce qu'en effet, il est vrai qu'une femme n'est pas une rose, qu'une rose n'est pas une femme, que l'amour n'est pas du feu, que le feu n'est pas de l'amour, etc. Le scientifique doit être un homme qui critique les métaphores. C'est ce qu'explique Gaston Bachelard dans un petit livre qui s'appelle La psychanalyse du feu, où il montre comment chacun d'entre nous, on a envie de croire que le feu, le feu, c'est une substance en soi, que le feu, c'est l'amour. On va se fabriquer plein de métaphores dans la tête. Or, dit-il, si je suis un chimiste, je vais commencer par prendre un recul par rapport à ces métaphores. Je vais avoir de l'ironie par rapport à, il emploie le mot ironie, une distance critique
par rapport à ce que j'ai envie de croire, et je vais me dire que le feu, bon, c'est une combustion, voilà, du carbone et de l'oxygène, et puis je vais me tomber sur des problèmes physiques très compliqués pour comprendre les positions des petites particules, etc., dessus, qui sont là, etc., et je serai dans des problèmes très compliqués, mais qui ne sont pas du tout métaphoriques, c'est-à-dire comment les flammes vont à droite, à gauche, etc., se répartissent, qu'est-ce que c'est que la structure d'une flamme, etc., et il connaît un peu tout ça, il explique tout ça, et là, on va dire, on n'est plus dans la métaphore, le feu de l'amour du feu, enfin des choses comme ça. On est devant une masse de problèmes chimiques et physiques réunis pour tenter d'expliquer ce phénomène étrange de la combustion qui est devant ma cheminée et qui me fait rêver, mais qui, voilà. Et alors, effectivement, si je suis un scientifique, et par exemple, un de mes amis, Jean-Paul Malrieux, se refuse quant à lui à faire de la vulgarisation scientifique, parce qu'en effet, il trouve, donc c'est un physicien théorique, dès qu'on va parler de physique théorique, dit-il, on est obligé de faire des métaphores. Or, je ne veux pas faire des métaphores, parce qu'effectivement, si je fais une métaphore, eh bien, je suis en train de faire de l'art. Or, c'est ma femme qui fait de l'art, c'est pas moi je fais de la physique. Enfin, en gros, voilà le propos. Et donc, là, effectivement, c'est un peu embêtant, sa position, parce que, effectivement, si on veut que la science soit un peu aimée par une partie du public, les jeunes, mais aussi les vieux, que donc il y ait des financements potentiels, que les gens soient prêts à payer des impôts pour la science vraiment active, hein, pas les savoirs simplement plus ou moins ésotériques, la science véritablement, il faut qu'un certain nombre de citoyens soient convaincus, non pas simplement de l'efficacité de la science, dans certains cas, qui nous permet de faire déplacer des voitures, mais de la beauté de la science, de l'intérêt de la science, de la valeur morale, intellectuelle, d'un certain nombre d'acquis scientifiques, de cette valeur même politique qui consiste à ce qu'un certain nombre d'hommes et de femmes, de toutes les races, de toutes les religions, arrivent à tomber d'accord sur, je ne sais pas, le théorème de Pythagore ou la loi de chute des corps. Hein, voilà. C'est tout à fait merveilleux hein, que des gens qui ne se connaissent pas et qui sont de races, de cultures, d'âge, etc., très différents, arrivent à discuter, éventuellement dans un anglais médiocre, mais peu importe, de la vérité d'une proposition en physique, en histoire, en astronomie ou en autre chose, et oublier pendant un moment qu'ils sont serbes, croates, chinois, américains, vieux, jeunes, femmes, hommes, lesbiennes, ou tout ce que l'on veut. Voilà. Très bien, on s'en fiche, on est là pour parler de la molécule, machin, et on en discute. Alors donc ça, c'est une dimension politique vraiment merveilleuse. Voilà. Et donc, effectivement, pour essayer d'expliquer ce que c'est que les enjeux du théorème de Fermat, les enjeux de la course nano-car de Christian Joachim, qui est déjà une métaphore par son expression de course, parce que ce n'est pas tout à fait une course en réalité, eh bien, effectivement, il faut que le scientifique accepte de sortir de sa tour d'ivoire de scientifique. Mais évidemment, donc, il accepte de rentrer dans le champ du métaphorique. Mais accepter de rentrer dans le champ du métaphorique, c'est risqué, parce que très très vite, on peut devenir le professeur Raoult, etc., enfin, ou des gens de ce genre. Donc, il y a un travail très compliqué pour essayer effectivement de mettre en œuvre des imaginaires efficaces qui ne soient pas de la poudre le pim-pam-pam. Alors, ça a déjà été fait, c'est vieux comme le monde. Comme je suis un professeur de littérature et de La Fontaine, eh bien, je vais presque conclure en rappelant un grand personnage de l'histoire de la pensée occidentale et de la poésie qui s'appelle Lucrèce. Lucrèce, c'est un personnage qui vient pas avant l'époque du Christ, et donc c'est un épicurien. Donc c'est un type qui ne croit pas en Dieu, qui croit qu'il n'y a que des atomes qui s'accrochent les uns aux autres. Alors pas comme les atomes des physiciens ou des scientifiques actuels, ce sont des atomes qui ne se divisent absolument pas, c'est le mot grec. Ces atomes tombent dans le vide infini et s'accrochent les uns aux autres parce qu'il y a un petit écart, un clinamen qui fait qu'ils peuvent s'écarter de leur trajectoire et que ces atomes sont poilus et que donc ils s'accrochent les uns aux autres. Alors, à partir de là, ils constituent une physique qui a des zones de vérité, des zones d'erreur, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est que Lucrèce veut l'exposer à des gens, à des citoyens romains. Il s'adresse à Memnius, un de ses amis, pour lui dire, voilà, tu as besoin de science. Tu as besoin de science pourquoi ? Non pas pour les raisons que nous donnons souvent un petit peu. J'ai besoin de science pour que mon téléphone portable fonctionne, enfin des choses comme ça. Non. Tu as besoin de science, mon cher Memnius, parce que tu risques d'être fort inquiet quant à ton rapport à la mort. Et donc je vais te dire un certain nombre de vérités qui vont te permettre de penser ton rapport à la mort. Il n'y a que des atomes, donc il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Dieu, après, etc. Tu peux aussi réfléchir sur la façon dont tu vas gérer ta santé. Tu peux aussi réfléchir sur la façon dont tu vas gérer ta fortune, la façon dont tu vas gérer ton rapport politique avec ta femme, avec tes esclaves, etc. Hein, c'est des sociétés esclavagistes. Et pour ça, tu as besoin de science pour être apaisé. Et donc, je vais t'expliquer la science, mais évidemment, pour le faire, comme tu n'as pas envie d'entendre parler de science, parce que personne n'a envie d'entendre parler de science, à part quelques rares individus, puisque la science est une boisson amère, dit-il. Hein, voilà. Je vais la couvrir de miel pour que tu puisses avaler ce remède. Et ce miel, c'est la poésie.
Et donc, le De Natura Rerum, c'est un admirable poème scientifique avec ce qu'il y avait de mieux en science de l'époque, au 1er siècle avant Jésus-Christ, avec une avancée considérable sur ce que pensait la totalité des gens. Et donc, je vais essayer de vous proposer un message poétique, admirable en vers, qui dise, pour le salut de votre esprit, pas de votre âme, il n'y a pas de âme dedans, ce qui peut être pensé comme vrai. Et de ce point de vue, le De Natura Rerum commence par un hymne à Vénus. Alors c'est extraordinaire, voilà un livre de science qui commence par l'hymne à la plus belle des femmes, la créatrice de la vie. On commence par l'appeler Alma Mater, la mère féconde. Et puis on commence par nous décrire un paysage dans lequel Vénus court dans les champs en toute beauté, c'est le printemps qui fleurit, etc. Et après, s'en suivent les théories scientifiques qui, pour nous paraissent parfois vraies, parfois fausses, peu importe, mais qui sont... Voilà. Alors cette idée-là, c'est effectivement, je vais utiliser les puissances de l'imaginaire poétique, la mythologie, etc., pour faire passer à un individu, qui s'appelle Memnius, quelque chose comme des vérités scientifiques. Donc c'est bien cette idée d'imaginaire efficace. Mais il y a un truc qui ne nous convient pas chez Lucrèce, c'est que Lucrèce s'adresse à un seul individu, ou à quelques-uns, les citoyens romains, de grande qualité, ses copains. Et maintenant, le problème n'est pas du tout dans ces mêmes termes. Quand on parle avec Olivier Mock, le problème de science-animation, ce n'est pas de s'adresser à un ou deux ou trois individus, par là pour les rassurer quant à leur mort et disons à leur santé, en quelque manière. C'est de s'adresser à la société tout entière. L'idée étant, effectivement, les citoyens dans une société comme la nôtre, plus ou moins démocratique, eh bien, ont besoin, pour comprendre où ils sont dans la société et pour transformer la société dans un sens qu'on peut estimer le moins mauvais possible, d'avoir un certain nombre de clartés de sciences, de physique, de chimie, d'histoire de la littérature, d'histoire des idées, etc., peu importe, d'astronomie, etc. Et on se dit, ça vaut la peine parce que sinon, ils sont risqués d'être livrés à tous les populismes divers et variés qu'on voit se développer de tous les côtés. Et donc la question, comment inventer un discours scientifique qui utilise l'imaginaire, qui puisse effectivement permettre à des gens nombreux effectivement de cela. Alors il y a un personnage qui a réussi ça assez bien, que j'admire beaucoup, qui est mort maintenant, qui s'appelle Michel Serres. Michel Serres est un physicien, enfin, à l'origine c'est un homme de la marine, enfin, c'est un type qui connaît très bien la science, admirablement bien la science, en particulier Lucrèce, ça a été aussi un militaire de l'école navale, c'est aussi un philosophe, c'est aussi un beau type, et c'est un type du Sud-Ouest, c'est quand même pas mal non plus. Et c'est un amateur de rugby, ce qui ajoute à son charme. Très bien. Mais ce personnage-là était capable de passer à la télévision, de raconter des histoires avec son corps tout entier, qui mélangeait parfois un peu de religion, de souvenirs, de théologie, d'histoire de l'art, des données très précises en histoire des sciences et en sciences, et de faire en sorte que des gens, en grand nombre, avaient un désir, effectivement, de l'entendre, de l'écouter, de participer à des conférences et autres. Et donc on a bien là, effectivement, l'utilisation par un individu qui par ailleurs a une très grande culture scientifique, dans un cadre moderne, avec des moyens de communication modernes, de la poésie dont parlait Lucrèce, mais une poésie renouvelée, évidemment à la télévision. C'est aussi un peu ce que fait Jacques Mitch à Toulouse, avec un certain succès. Il fabrique des films, dont Jacques Mitch est un Toulousain qui fait essentiellement des films scientifiques, mais qui ne sont pas simplement des films qui racontent des histoires de science, mais enfin des histoires d'un grand scientifique par-ci par-là, mais qui posent un certain nombre de problèmes scientifiques. Par exemple, en ce moment, il est en train de travailler un film sur les hommes et les animaux. Qu'est-ce qu'il y a d'humain dans l'homme et d'animal dans l'homme? Il compose aussi un film qui s'appelle La symphonie neuronale sur les rapports entre les neurones, la musique et la connaissance. Donc c'est des sujets qui sont véritablement intéressants, mais il essaie de les construire de telle manière que ces films puissent plaire à des quantités de gens, où par exemple ce film, Le Fils de Néandertal, est un film qui est un fake à bien des égards, mais qui se dénonce lui-même pour dire, attention, on va utiliser la science la plus contemporaine sur les questions des rapports Néandertal-Sapiens, mais méfions-nous, parce qu'on peut nous fabriquer, même avec les moyens d'Arte, des faux que vous allez croire vrais, et donc ça nous amène à développer l'esprit critique. Alors, il est possible, effectivement, en utilisant les moyens d'Internet. Il y a des gens qui font des conférences admirables sur Internet à la destination des publics divers et variés, en utilisant les moyens de la télévision, en utilisant les moyens de la vidéo, en utilisant les systèmes de conférences, etc., en utilisant la littérature, évidemment, le théâtre et autres, d'effectivement d'utiliser, mais c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de pièges, effectivement, les puissances de l'imaginaire pour essayer de rendre, effectivement, de produire des imaginaires efficaces qui pourraient peut-être aider, en tout cas dans nos pays, à relancer de manière
plus active et plus sociétale et plus politique, ce que Jean-Paul Malarieux, que j'aime bien à bien des égards, appelle la belle aventure scientifique de l'Occident. C'est-à-dire cette aventure qui a une histoire à bien des égards et qui peut-être est menacée d'arrêt sous le poids des fake news, d'un matérialisme un peu dépassé, du culte excessif peut-être et unique pour l'art et les fictions, alors qu'effectivement il y a une puissance extraordinaire et extrêmement satisfaisante pour les individus qui n'a pas pour but simplement d'améliorer la condition humaine, hein, d'avoir des nouveaux médicaments, d'avoir des voitures plus rapides, mais de nous permettre d'ouvrir notre esprit, de nous rencontrer autrement, qui est du côté de la science, c'est-à-dire de refonder curieusement de nouveau la science dans l'imaginaire, ce qui était d'ailleurs un des propos de Gaston Bachelard que j'avais évoqué tout à l'heure, qui est à la fois un épistémologue, un scientifique au départ, qui réfléchit sur les conditions de la connaissance scientifique. Le livre majeur s'appelle Le Nouvel Esprit Scientifique, qui ensuite écrit beaucoup sur la poésie et qui essaie de penser scientifiquement la poésie et poétiquement la science, sans mélanger les deux domaines. Bien entendu, on ne fait pas de la physique comme de la poésie, on ne fait pas de la poésie comme de la physique. Mais les deux aspects du cerveau existent, et on est parfois à la fois un homme éveillé et un homme lucide et critique. Les meilleurs scientifiques ont aussi des imaginaires, et il y a aussi des imaginaires qui peuvent être scientifiques. Voilà ces quelques petites réflexions menées un peu tambour battant. Voilà. Mais bon, je pense que nous n'avons pas convaincu un monde considérable, mais Virginie a le mérite d'organiser ce genre de rencontre. Voilà.